Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau voyage nocturne. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour partager avec vous une histoire douce et mystérieuse qui, je l'espère, vous accompagnera vers un sommeil paisible et réparateur. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos aventures nocturnes. Maintenant, installez-vous confortablement dans votre lit, fermez les yeux et laissez-vous porter par les mots. Je vous souhaite une très bonne nuit et que vos rêves soient aussi doux que les croissants dorés de notre boulangerie provençale. Le soleil matinal caresse doucement les volets de bois peints en bleu lavande de la petite boulangerie chez Marguerite, nichée au cœur du village de Saint-Rémy-de-Provence. L'air embaume déjà la lavande sauvage qui pousse le long des murs de pierre blonde, mêlée à l'arôme réconfortant du pain fraîchement cuit qui s'échappe par la fenêtre entr'ouverte. Marguerite Dubois, 68 ans, cheveux argentés tirés en chignon impeccable, ajuste son tablier fleuri et pousse un long soupir en contemplant sa vitrine. Depuis 43 ans, elle pétrit, façonne et enfourne avec la même passion, la même précision minutieuse qui fait de sa boulangerie le cœur battant du village. Ce matin de septembre, pourtant, quelque chose cloche. Marguerite fronce les sourcils en observant ses étagères. Hier soir, avant de fermer, elle avait disposé avec soin 6 tartes aux figues, 12 éclairs au chocolat et, sa fierté, une magnifique croque-en-bouche destinée au mariage des Moreau prévu pour cet après-midi. La croque-en-bouche a disparu. Marguerite parcourt sa boutique du regard, ses pas feutrés résonnant sur les tommettes rouges usées par les décennies. Rien ne semble déranger. La caisse est intacte, les autres pâtisseries sont à leur place, alignées avec la même méticuleuse attention que d'habitude. Seule la précieuse tour de choux à la crème s'est volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Un léger frémissement parcourt les rideaux de dentelle blanche à la fenêtre. Dehors, le vent matinal fait danser les feuilles du platane centenaire qui ombrage la place du village. Les premières cigales commencent leur concert discret, accompagnées par le murmure lointain de la fontaine de pierre où l'eau s'écoule en un filet continu et apaisant. Marguerite se dirige vers l'arrière-boutique, ses pantoufles glissant silencieusement sur le sol. Peut-être a-t-elle mal rangé hier soir. La fatigue sans doute. À son âge, il arrive que la mémoire joue des tours. Mais non, elle se souvient parfaitement avoir admiré une dernière fois son œuvre. Cette pyramide de choux dorés assemblée avec un caramel ambré, décorée de sucre filé fin comme de la soie. Dans la réserve, tout est en ordre. Les sacs de farine sont alignés contre le mur, les bacs de levure rangés dans le réfrigérateur, les moules empilés avec soin. L'odeur de vanille et de beurre imprègne l'air, mêlée à celle du bois ancien des étagères. Un bruit feutré attire son attention. Marguerite tend l'oreille. Dehors, quelqu'un marche sur les pavés de la place, d'un pas lent et régulier. Les pas s'arrêtent devant sa vitrine, puis reprennent, s'éloignant vers la fontaine. Elle retourne dans sa boutique et aperçoit à travers les carreaux une silhouette qui disparaît derrière les branches du platane. Trop tard pour distinguer de qui il s'agit. Marguerite ouvre la porte et sort sur le seuil. L'air frais du matin lui caresse le visage. La place est maintenant déserte, baignée d'une lumière dorée qui fait scintiller les gouttes de rosée sur les géraniums des jardinières. Seul le chat roux de Madame Léonard, perché sur le rebord de la fontaine, la regarde de ses yeux verts avant de s'étirer langoureusement et de disparaître dans une ruelle pavée. Le mystère de la croque-en-bouche manquante commence à préoccuper sérieusement Marguerite. Elle rentre dans sa boutique et prépare son café matinal, geste automatique qui la rassure. L'eau frémit dans les tasseroles. Les grains moulus dégagent leur arôme familier. Elle s'installe derrière son comptoir, sa tasse fumante entre les mains, et réfléchit. Qui aurait pu entrer dans sa boulangerie ? Elle ferme toujours à clé, vérifie les fenêtres, tire les rideaux. Pourtant, aucune trace d'effraction. Les serrures sont intactes, les vitres également.
comme si quelqu'un possédait une clé ou connaissait un passage secret. Cette pensée la fait sourire malgré elle. Un passage secret dans sa petite boulangerie. Elle qui connaît chaque recoin, chaque latte du plancher, chaque pierre des murs épais. Non, il doit y avoir une explication rationnelle. Le carillon de la porte tinte doucement. Marguerite lève les yeux et voit entrer Lucien Moreau, le père du marié, visiblement agité. Ses cheveux gris sont ébouriffés, sa chemise froissée, et ses yeux trahissent une nuit blanche. « Bonjour, Marguerite, » dit-il d'une voix essoufflée. « Je viens pour la croquembouche, ma femme n'a pas dormi, elle s'inquiète pour cet après-midi. » Marguerite sent son estomac se nouer. Comment annoncer la nouvelle ? Elle qui n'a jamais failli à ses engagements, qui a toujours livré ses commandes à temps, impeccables. « Lucien, » commence-t-elle doucement, « il y a un petit problème. » Elle lui explique la situation avec précaution, choisissant ses mots pour ne pas l'affoler davantage. Lucien l'écoute, ses mains agrippées au comptoir, le visage de plus en plus pâle. « Mais enfin, Marguerite, comment est-ce possible ? Qui ferait une chose pareille ?» Sa voix trahit plus de désarroi que de colère. Marguerite le connaît depuis qu'il est enfant. Elle lui a vendu ses premiers bonbons à la sortie de l'école. C'est un homme bon, travailleur, qui ne mérite pas cette contrariété le jour du mariage de son fils. « Je vais en refaire une, » assure-t-elle. « Il me faut juste un peu de temps. » Lucien hoche la tête, mais son inquiétude reste visible. « Le mariage est à 4 heures, Marguerite. Vous pensez que... » « Je la termine avant midi, » promet-elle. « J'ai tout ce qu'il faut. » Lucien repart, un peu rassuré. Marguerite se retrouve seule avec son mystère et sa promesse. Refaire une croquembouche en quelques heures, c'est possible, mais épuisant. Elle, qui espérait une matinée tranquille à préparer ses habituels croissants et pains au chocolat, elle commence par rassembler ses ingrédients. Œufs, farine, beurre, sucre, crème fraîche. Ces gestes sont précis, automatiques, affinés par des décennies de pratique. L'activité l'aide à réfléchir, à ordonner ses pensées. Pendant qu'elle prépare sa pâte à choux, elle entend des pas dans la ruelle qui longe sa boulangerie. Des pas feutrés, hésitants. Elle s'approche de la fenêtre et écarte légèrement le rideau. Une jeune femme se tient là, immobile, observant l'arrière de la boutique. Marguerite ne la reconnaît pas immédiatement. Grande, mince, cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un pull beige. Elle semble attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Soudain, la jeune femme lève les yeux vers la fenêtre. Leurs regards se croisent un instant. La jeune femme rougit et s'éloigne rapidement, ses pas résonnant sur les pavés mouillés de rosée. Marguerite retourne à sa pâte à choux. Intriguée. Cette jeune femme lui dit quelque chose. Elle l'a déjà vue. Mais où ? Sa mémoire, d'habitude si précise, lui fait défaut. Les choux prennent forme sous ses doigts experts. Elle les façonne avec soin, les dispose sur la plaque, les enfourne. L'odeur familière de la pâtisserie en train de cuire emplit la boutique, réconfortante et rassurante. Pendant que les choux cuisent, Marguerite prépare sa crème pâtissière. Elle fouette les œufs avec le sucre, incorpore la farine, verse le lait chaud enfilé continu. Le mélange épaissit sur le feu doux, prenant cette consistance veloutée qu'elle connaît si bien. Un nouveau tintement de cloche. Cette fois, c'est Madame Léonard qui entre, accompagnée de son charroux. Elle a 82 ans, habite la maison face à la boulangerie et ne manque jamais la première fournée. « Bonjour, ma chère Marguerite », dit-elle de sa voix fluette. « Une belle matinée, n'est-ce pas ?» Marguerite lui sert ses habituels 2 croissants et un pain au chocolat. Madame Léonard s'attarde comme chaque matin, savourant ces quelques minutes d'échange. « Dites-moi, Madame Léonard, » hasarde Marguerite, « vous n'avez rien remarqué d'inhabituel hier soir ou cette nuit ?» La vieille dame la regarde avec curiosité. « Inhabituel, que voulez-vous dire ?»
Je ne sais pas exactement. Des bruits, des gens qui traînaient sur la place? Madame Léonard réfléchit, caressant machinalement son chat qui ronronne sur ses genoux. Maintenant que vous le dites, Minou était agité cette nuit. Il n'arrêtait pas de miauler près de la fenêtre. Vers 2 heures du matin, je crois. Il regardait vers ma boutique? Oui, on aurait dit. Mais vous savez, les chats, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Marguerite sourit. Madame Léonard a toujours eu tendance à prêter des pouvoirs mystérieux à son chat. Mais cette fois, peut-être que Minou a-t-il réellement vu quelque chose. Il n'y avait personne sur la place? Non, personne. Enfin, si, vers 3 heures, j'ai entendu une voiture qui démarrait doucement, sans bruit, comme si on ne voulait pas réveiller le quartier. Cette information intrigue Marguerite. Une voiture à 3 heures du matin, dans un village qui s'endort dès 10 heures, c'est effectivement inhabituel. Madame Léonard repart avec ses viennoiseries, laissant Marguerite à ses réflexions. Elle sort ses choux du four, dorés et gonflés à la perfection. Maintenant, il faut les garnir de crème, les assembler avec le caramel, créer cette pyramide délicate et spectaculaire. Pendant qu'elle travaille, ses pensées vagabondent. Qui avait intérêt à voler sa croquembouche? Un concurrent? Mais elle n'en a pas, elle est la seule boulangerie du village. Un plaisantin? Peu probable, les habitants de Saint-Rémy-de-Provence sont des gens sérieux, respectueux. Peut-être quelqu'un qui avait désespérément besoin d'une croquembouche. Mais pourquoi faire? Et pourquoi prendre le risque d'entrer par effraction? Le caramel prend une belle couleur ambrée dans la casserole. Marguerite le surveille attentivement, connaissant le moment exact où il faut l'arrêter. Trop cuit, il devient amer. Pas assez, il ne tient pas. Elle commence l'assemblage, collant délicatement chaque chou à son voisin. C'est un travail minutieux qui demande patience et précision. Chaque geste compte. Chaque chou doit trouver sa place dans l'harmonie générale. Alors que place le dernier chou au sommet de sa pyramide, elle entend à nouveau des pas dans la ruelle. Cette fois, elle pose ses ustensiles et se dirige directement vers la fenêtre. La même jeune femme se tient là, mais elle n'est plus seule. Un homme l'accompagne, plus âgé, cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume sombre. Il chuchote, semble discuter avec animation. L'homme fait des gestes, comme s'il expliquait quelque chose. Marguerite les observe, cachée derrière son rideau. Soudain, elle reconnaît l'homme. C'est Bertrand Roussel, le nouveau propriétaire de l'hôtel-restaurant qui vient d'ouvrir à la sortie du village. Un homme d'affaires parisien qui a racheté l'ancienne auberge pour en faire un établissement de luxe. Mais que fait-il dans sa ruelle avec cette jeune femme? Et pourquoi ont-ils l'air si préoccupés? Les deux silhouettes s'éloignent vers la place. Marguerite les suit du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière la fontaine. Son esprit travaille, essayant de comprendre le lien entre ces apparitions et le vol de sa croquembouche. Elle retourne à sa pâtisserie, applique les dernières touches. Des filaments de caramel doré, fins comme des cheveux d'ange, pour la décoration finale. Le résultat est magnifique, aussi beau que l'original. Mais l'énigme reste entière. Qui a volé sa première croquembouche? Et pourquoi? Marguerite décide de mener sa propre enquête. Elle ferme sa boutique pour la pause déjeuner et se dirige vers l'hôtel-restaurant de Bertrand Roussel. Une promenade de 10 minutes à travers les ruelles fleuries du village, sous un soleil qui commence à réchauffer les pierres blondes des façades. L'auberge du Soleil doré, comme Roussel l'a rebaptisée, a été entièrement rénovée. Façade repeinte, terrasse aménagée, jardin paysager, tout respire le luxe et le raffinement, contrastant avec la simplicité authentique du village. Marguerite pousse la porte et entre dans le hall d'accueil. Moquette épaisse, meubles de style, reproduction de tableaux provençaux. Une décoration soignée mais un peu froide, qui manque de l'âme que seul le temps peut donner. « Bonjour, puis-je vous aider ?»
La voix appartient à la jeune femme qu'elle a vue dans sa ruelle. De près, Marguerite peut mieux l'observer. Jolie, d'une trentaine d'années, avec des yeux noisettes et un sourire professionnel. Elle porte l'uniforme de l'hôtel, veste bordeaux, chemisier blanc, badge avec son prénom, Céline. « Bonjour », répond Marguerite. « Je suis Marguerite Dubois, de la boulangerie du village. J'aimerais parler à Monsieur Roussel. » Le sourire de Céline se crispe légèrement. « Monsieur Roussel est en réunion. Puis-je vous aider ?»« C'est personnel, » insiste Marguerite doucement. « Pouvez-vous lui dire que c'est au sujet de la croquembouche ?» Cette fois, Céline pâlit visiblement. Ses mains se crispent sur le comptoir d'accueil et elle évite le regard de Marguerite. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » bégaie-t-elle. « Vraiment ?» Marguerite la fixe avec bienveillance. « Pourtant, vous étiez dans ma ruelle ce matin. 2 fois. » Céline baisse les yeux. Ses épaules s'affaissent, comme si elle abandonnait une lutte qu'elle savait perdue d'avance. « Attendez-moi ici, » murmure-t-elle. « Je vais chercher Monsieur Roussel. » Elle disparaît dans le couloir qui mène au bureau. Elle entend des voix étouffées, une discussion animée, puis des pas qui se rapprochent. Bertrand Roussel apparaît, suivi de Céline. Il est plus imposant que dans son souvenir, avec sa carrure d'ancien sportif et son regard perçant. Mais aujourd'hui, ce regard semble fuyant, embarrassé. « Madame Dubois, » dit-il en tendant la main, « quelle surprise! Que me vaut l'honneur de votre visite ?» Sa voix est cordiale, mais Marguerite perçoit une tension sous-jacente. Elle décide de jouer carte sur table. « Ma croquembouche a disparu cette nuit, celle qui était destinée au mariage Moreau. » Roussel ne bronche pas, mais ses mâchoires se contractent imperceptiblement. « C'est ennuyeux, » dit-il. « Vous pensez qu'on vous l'a volée ? J'en suis certaine, et je crois que vous savez quelque chose. » Un silence pesant s'installe. Céline se tord les mains, visiblement mal à l'aise. Roussel réfléchit, pesant ses mots. « Entrons dans mon bureau, » propose-t-il finalement. « Nous serons plus tranquilles pour parler. » Il les guide vers une pièce lambrissée, meublée d'un bureau ancien et de fauteuils en cuir. Par la fenêtre, on aperçoit le jardin de l'hôtel, où des jardiniers s'affairent autour des massifs de lavande. « Asseyez-vous, » dit Roussel en désignant un fauteuil à Marguerite. « Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Un thé? »« Non, merci. J'aimerais juste comprendre. » Roussel s'installe derrière son bureau, joint les mains. Céline reste debout près de la porte, comme prête à s'enfuir. « Madame Dubois, » commence Roussel, « je dois vous avouer que cette histoire me met dans une situation délicate. » Il marque une pause, cherchant ses mots. « Voyez-vous, j'ai organisé ce soir un dîner très important. Des investisseurs parisiens, des personnalités du tourisme de luxe. L'avenir de mon établissement en dépend. » Marguerite l'écoute sans l'interrompre, devinant où il veut en venir. « Mon chef pâtissier est tombé malade hier soir, brutalement, et j'avais prévu un dessert spectaculaire pour impressionner mes invités. Une croquembouche, justement. »« Alors, vous avez volé la mienne ?»« Je n'ai rien volé du tout, » proteste Roussel. « C'est Céline qui... Enfin, c'est plus compliqué que ça. » Tous les regards se tournent vers la jeune femme. Elle rougit jusqu'aux oreilles, balbutie quelques mots inaudibles. « Expliquez-vous, Céline, » dit Marguerite avec douceur. « Je ne suis pas là pour vous faire des reproches, je veux juste comprendre. » Céline prend une profonde inspiration, se lance. « J'ai grandi dans ce village. J'ai été élevée par ma grand-mère, Madame Jolivet. Vous vous souvenez d'elle ?» Marguerite hoche la tête. Bien sûr qu'elle s'en souvient. Une femme admirable,
qui avait élevé seule sa petite fille après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Quand grand-mère est morte l'an dernier, continue Céline, j'ai dû vendre sa maison pour payer les dettes. Je me suis retrouvé sans rien, sans travail. C'est monsieur Roussel qui m'a engagé. Et alors ? Demande Marguerite. J'ai une formation de pâtissière. J'ai appris avec grand-mère, puis dans une école parisienne, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer vraiment. Roussel prend le relais. Quand mon chef est tombé malade, j'ai pensé à Céline. Elle m'a dit qu'elle pouvait faire une croque-en-bouche, mais au dernier moment, elle a paniqué. Je ne me sentais pas capable, avoue Céline. Pas pour un événement si important. J'ai eu peur de tout gâcher. Alors, vous avez pris la mienne, conclut Marguerite. Céline baisse la tête, honteuse. Je sais que c'est mal, mais j'étais désespérée. J'avais promis à monsieur Roussel, et si j'échouais, je perdais mon travail. Comment êtes-vous entré dans ma boutique ? J'ai gardé la clé de secours que grand-mère possédait pour les urgences quand vous partiez en vacances. Elle me l'avait donnée avant de mourir. Marguerite se souvient. Effectivement, elle avait confié une clé à madame Jolivet il y a des années, une précaution en cas de problème, d'urgence. Elle avait oublié de la récupérer après la mort de la vieille dame. « Où est ma croque-en-bouche, maintenant » demande-t-elle. « Dans la cuisine de l'hôtel » répond Roussel. « Intacte. Nous ne l'avons pas touchée. »« Parce que vous avez eu des remords ? Parce que Céline a finalement décidé de faire la sienne » corrige Roussel. « Elle a travaillé toute la nuit. Le résultat est magnifique. » Marguerite regarde la jeune femme avec un mélange d'admiration et de perplexité. « Vous avez fait une croque-en-bouche en une nuit ?»« Oui, » murmure Céline. « Je n'ai pas dormi. J'ai voulu prouver que j'en étais capable, mais c'était trop tard pour rendre la vôtre sans éveiller les soupçons. »« Montrez-moi, » dit Marguerite. Il se dirige vers les cuisines de l'hôtel, rutilantes, ultramodernes, équipées du matériel le plus sophistiqué. Au centre trône une croque-en-bouche absolument superbe, plus grande que celle de Marguerite, plus ornée, décorée avec un art consommé. « C'est vous qui avez fait ça ?» demande Marguerite, impressionnée. Céline hoche la tête, un sourire timide aux lèvres. « J'ai utilisé la recette de grand-mère, avec quelques améliorations personnelles. » Marguerite examine la pâtisserie sous tous les angles. Le travail est exceptionnel, digne d'un grand professionnel. Les choux sont parfaitement dorés, la crème onctueuse, le caramel d'une belle couleur ambrée. Les décors de sucre filet ressemblent à de la dentelle. « C'est magnifique » reconnaît-elle. « Votre grand-mère serait fière ?» Céline rougit de plaisir. « Vous le pensez vraiment ? J'en suis certaine. Elle m'avait dit que vous aviez du talent. Je vois qu'elle avait raison. » Roussel les interrompt. « Madame Dubois, je vous présente toutes mes excuses pour cette mésaventure. Céline avait de bonnes intentions, mais elle s'y est mal prise. »« Où est ma croque-en-bouche » demande Marguerite. « Dans la chambre froide, » répond Céline. « Je vais vous la chercher. » Elle disparaît et revient avec la pâtisserie de Marguerite, intacte sur son plateau. Pas un chou n'a bougé, pas une décoration n'est abîmée. « Parfait, » dit Marguerite. « Je vais pouvoir la livrer au Moreau. »« Attendez, » dit Roussel. « J'aimerais réparer cette erreur. Que puis-je faire pour vous ?» Marguerite réfléchit. « Engagez officiellement Céline comme pâtissière. Elle a du talent, elle mérite sa chance. » « C'était déjà mon intention, » assure Roussel. « Après avoir goûté sa croque-en-bouche, je ne peux plus m'en passer. »« Et vous, Céline,
dit Marguerite en se tournant vers la jeune femme. « N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils. Les recettes de votre grand-mère étaient excellentes, mais il y a toujours des petits secrets à partager. » Céline sourit, les yeux brillants. « Je viendrai volontiers. Et je vous rendrai à clé. »« Gardez-la, » dit Marguerite. « Votre grand-mère aurait voulu que vous l'ayez, mais promettez-moi de ne plus vous en servir pour des cambriolages. »« Promis, » rit Céline. Marguerite reprend sa croque-en-bouche et retourne à sa boulangerie. Le mystère est résolu, mais elle ne peut s'empêcher de sourire en pensant à cette nuit mouvementée. Une jeune femme désespérée, un chef d'entreprise inquiet et une croque-en-bouche au cœur de tout cela. De retour dans sa boutique, elle termine les préparatifs pour le mariage Moreau. Quelques retouches de décoration, un emballage soigné, et voilà sa création prête à être livrée. Lucien Moreau arrive en avance, accompagné de sa femme. Tous deux semblent soulagés de voir la croque-en-bouche terminée. « Elle est encore plus belle que celle d'hier !» s'extasie Madame Moreau. « Comment faites-vous, Marguerite? Vous avez des mains d'or ?» Le secret, c'est la patience et l'amour que l'on met dans ce que l'on fait. Ils emportent la pâtisserie avec 1000 précautions. Marguerite les regarde partir, satisfaite d'avoir tenu sa promesse. L'après-midi s'écoule tranquillement. Quelques clients passent acheter du pain, des gâteaux pour le goûter. Marguerite retrouve le rythme paisible de ses journées habituelles. En fin d'après-midi, Céline apparaît sur le seuil de la boutique. Elle porte une robe noire simple, ses cheveux sont lâchés sur ses épaules. « Bonsoir, Madame Dubois, » dit-elle timidement. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, ma chère. Entrez donc. » Céline s'avance, une petite boîte à la main. « Je voulais vous apporter ceci. C'est un échantillon de ma croque-en-bouche, pour vous remercier de votre compréhension. » Marguerite ouvre la boîte. À l'intérieur, quelques choux garnis de crème disposés avec soin. Elle en goûte un, savourant la texture, analysant les saveurs. « Excellent, » dit-elle sincèrement. « Vraiment excellent. Votre grand-mère vous a bien transmis son savoir. Et vous, vous m'avez transmis votre indulgence, » répond Céline. « Je ne l'oublierai jamais. » Elle bavarde quelques minutes, évoquant les souvenirs de Madame Jolivet, les secrets de la pâtisserie, les projets d'avenir. Céline parle de son désir de créer ses propres recettes, de développer la carte des desserts de l'hôtel. « J'aimerais organiser des cours de pâtisserie pour les clients, » dit-elle. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Excellente idée, » approuve Marguerite. « Les touristes adorent ce genre d'activité. Vous accepteriez de m'aider à les préparer ? Vos conseils seraient précieux. » Marguerite sourit. « Avec plaisir, j'ai toujours aimé transmettre. » Céline repart, le cœur léger. Marguerite la regarde s'éloigner, émue par cette rencontre inattendue. Parfois, les épreuves révèlent des talents cachés, créent des liens inattendus. Le soir tombe doucement sur Saint-Rémy de Provence. Marguerite ferme sa boutique, range ses dernières pâtisseries dans la vitrine réfrigérée, les derniers rayons du soleil caressent les murs de pierre blonde, teintant le village d'une lumière dorée et apaisante. Elle installe dans son petit salon, attenant à la boutique, une tasse de tisane à la lavande entre les mains. Par la fenêtre, elle observe la place qui se vide peu à peu. Les derniers promeneurs rentrent chez eux, les terrasses des cafés se préparent pour la soirée. Un carillon lointain sonne 8 heures. Marguerite repense à cette journée extraordinaire, à ce mystère résolu de la façon la plus inattendue. Elle pense à Céline, à cette jeune femme qui a eu le courage de recommencer, de prouver sa valeur malgré sa peur. Un léger frémissement à la porte attire son attention. Quelqu'un glisse une enveloppe sous la porte. Marguerite se lève, intriguée, et ramasse le pli. Son nom est écrit d'une écriture fine et soignée.
À l'intérieur, une carte de remerciement. Les mariés Moreau expriment leur gratitude pour la magnifique croque-en-bouche qui a fait sensation à leur réception. Ils joignent quelques photos de la soirée où l'on voit les invités admirer la pâtisserie avant de la déguster. Marguerite sourit, touchée par cette attention. Elle range précieusement la carte dans le tiroir où elle conserve tous les témoignages de satisfaction de ses clients. 43 ans de métier et elle ressent encore la même émotion devant la joie qu'elle procure. Un bruit léger résonne dans la ruelle. Marguerite tend l'oreille. Ce sont des pas feutrés, accompagnés d'un léger frottement sur les pavés. Elle reconnaît ce son. Quelqu'un tire une valise à roulettes. Curieuse, elle écarte le rideau et aperçoit une silhouette dans la pénombre. C'est un homme âgé, courbé sous le poids des années, qui avance lentement vers la place. Il s'arrête près de la fontaine, pose sa valise et reste immobile quelques instants. Marguerite l'observe avec attention. Il y a quelque chose de familier dans sa démarche, dont sa façon de tenir ses épaules. Soudain, l'homme se tourne vers sa boutique et la lumière du réverbère éclaire son visage. « Monsieur Castellane !» s'exclame-t-elle à voix basse. Émile Castellane, l'ancien boulanger du village, celui qui tenait la boutique avant elle. Il avait pris sa retraite il y a 15 ans, était parti vivre chez sa fille à Marseille. Marguerite ne l'avait pas revu depuis des années. Elle ouvre sa porte et sort sur le seuil. « Monsieur Castellane, c'est bien vous ?» L'homme sursaute, se retourne vers elle. Un sourire éclaire son visage ridé. « Marguerite ! Ma chère Marguerite !» Il s'approche d'elle, abandonnant sa valise près de la fontaine. Ses cheveux sont maintenant tout blancs, ses épaules plus voûtées, mais ses yeux conservent la même pétillante malice. « Que faites-vous ici à cette heure ?» demande Marguerite. « Et avec une valise ?» Émile soupire, semble hésiter. « C'est une longue histoire, ma chère. J'ai pris le car, je suis arrivé ce soir. J'espérais trouver une chambre à l'auberge, mais elle est complète. » « L'hôtel de Monsieur Roussel. Oui, il avait un dîner important ce soir. »« Ah, l'hôtel. Je ne reconnais plus rien. Tout a changé. » Marguerite entend la nostalgie dans sa voix. « Venez donc vous asseoir, » propose-t-elle. « J'allais justement prendre une tisane. » Émile la suit dans son salon. Il s'installe dans le fauteuil face à la fenêtre, celui qu'il occupait autrefois quand il venait lui rendre visite dans les premiers temps de sa reprise. « Vous n'avez pas changé, Marguerite, » dit-il en regardant autour de lui. « Tout est resté comme avant. »« Pourquoi changer ce qui fonctionne bien ?» répond-elle en préparant une seconde tisane. « Mais vous, que s'est-il passé? Votre fille ?» Le visage d'Émile s'assombrit. Marianne a décidé de partir vivre au Canada. Son mari a trouvé du travail là-bas. Ils m'ont proposé de les accompagner, mais... Il marque une pause, fixe ses mains nouées sur ses genoux. Mais je n'ai pas eu le courage. À mon âge, recommencer dans un pays étranger, j'ai préféré revenir ici, dans mon village. Et vous comptez rester ? Si je trouve où me loger, je ne demande pas grand-chose. Une petite chambre, un coin pour mes affaires. Marguerite réfléchit. Elle connaît toutes les maisons du village, sait qui loue, qui a de la place. Mais à cette saison, avec l'afflux touristique, les possibilités sont limitées. « Vous pourriez rester ici ce soir ?» propose-t-elle. « J'ai une chambre d'amis à l'étage. Demain, nous chercherons quelque chose de plus permanent. » Émile la regarde avec reconnaissance. « Vous êtes trop bonne, Marguerite. Je ne voudrais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas.
Au contraire, j'aurais plaisir à avoir de la compagnie. Elle va chercher sa valise, lui montre la chambre. Simple mais confortable, avec une vue sur la place et les toits du village. Émile s'installe, défait quelques affaires. « Dites-moi, dit-il en redescendant au salon, comment va la boulangerie? Vous avez toujours autant de clients? » Oui, heureusement, les habitudes changent peu ici. Les gens aiment leurs traditions. Et vous n'avez jamais pensé à prendre votre retraite? Marguerite sourit. J'y pense parfois, mais que ferais-je de mes journées? La boulangerie, c'est ma vie. Je comprends. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'arrêter. Les premières années à Marseille ont été difficiles. Ils bavardent jusqu'à tard dans la soirée, évoquant les souvenirs, les clients d'autrefois, les changements du village. Émile raconte sa vie chez sa fille, l'ennui des journées sans but, la nostalgie des odeurs de pain et de pâtisserie. J'ai apporté quelque chose. Il va chercher dans sa valise un petit carnet usé. Mes recettes, celles que ma mère m'avait transmises, et d'autres que j'ai créées au fil des années. Il tend le carnet à Marguerite. Elle le feuillette avec émotion, découvrant des trésors de savoir-faire, des secrets de fabrication, notés d'une écriture précise. « Gardez-le, dit Émile. Vous saurez mieux que personne en faire bon usage. Monsieur Castellane, je ne peux pas accepter. Bien sûr que si, ces recettes doivent vivre, être transmises. Vous avez des successeurs en vue? » Marguerite pense à Céline, à son talent, à sa soif d'apprendre. Peut-être une jeune femme du village qui a du don pour la pâtisserie? Alors c'est parfait, les traditions continuent. La nuit est maintenant bien avancée. Marguerite montre à Émile la salle de bain, lui souhaite une bonne nuit. Elle reste seule dans son salon, feuilletant le précieux carnet. Tant de savoir, tant d'expériences condensées dans ces pages jaunies. Elle reconnaît certaines recettes, en découvre d'autres. Un gâteau aux noix et au miel, qui était la spécialité de la mère d'Émile. Une brioche aux fruits confits qu'il réservait pour les grandes occasions. Elle range le carnet dans son tiroir, à côté des témoignages de ses clients. Demain, elle le montrera à Céline. La jeune femme sera heureuse de découvrir ses trésors culinaires. Avant de monter se coucher, Marguerite fait un dernier tour de sa boutique. Elle vérifie que tout est en ordre, que les fours sont éteints, que les vitres sont propres. Geste automatique, rassurante routine de fin de journée. Par la fenêtre, elle observe la place endormie, quelques fenêtres encore éclairées, le murmure lointain de la fontaine, le frémissement des feuilles du platane dans la brise nocturne. Un calme profond, apaisant, qui l'enveloppe comme une couverture. Elle pense à cette journée extraordinaire, le mystère de la croquembouche, la rencontre avec Céline, le retour inattendu d'Émile. Comme si le destin avait voulu créer des liens, rapprocher des générations, assurer la continuité des traditions. Le lendemain matin, Marguerite se lève avant l'aube, comme à son habitude. Elle descend silencieusement pour ne pas réveiller son invité, allume les fours, commence la première fournée. L'odeur du pain en cours de cuisson embaume bientôt la boutique. Marguerite prépare ses croissants, ses pains au chocolat, ses chaussons aux pommes. Les gestes s'enchaînent avec la même précision que depuis 43 ans. Un bruit de pas dans l'escalier lui indique qu'Émile est levé. Il apparaît dans la boutique, déjà habillé, cheveux peignés avec soin. « Bonjour Marguerite, j'espère que je ne suis pas trop matinal. »« Pas du tout. Vous avez bien dormi ?»« Comme un enfant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas senti l'odeur du pain au réveil. » Il s'approche des fours, hume l'air avec délectation. « Vous permettez que je regarde ?» Marguerite ouvre un four, sort une plaque de croissants dorés. Émile les examine avec l'œil du professionnel,
hochant la tête d'un air approbateur. « Parfait, dit-il, vous n'avez rien perdu de votre savoir-faire. »« J'ai eu un bon maître, répond Marguerite. Ils préparent ensemble le petit déjeuner. Café fumant, croissant tout chaud, confiture de figues maison. Émile savoure chaque bouchée, retrouvant des saveurs oubliées. « J'ai réfléchi cette nuit, dit-il. Je ne veux pas vous encombrer longtemps. Il faut que je trouve une solution. »« Vous ne m'encombrez pas, et j'ai peut-être une idée. » Marguerite lui explique son projet. Depuis quelque temps, elle pense à agrandir sa boutique, à créer un petit salon de thé attenant. Elle a l'espace nécessaire dans l'ancienne écurie attenante au bâtiment. « J'aurais besoin d'aide pour gérer tout cela, quelqu'un d'expérience, qui connaît le métier. » Les yeux d'Émile s'illuminent. « Vous me proposez de travailler avec vous ? Pourquoi pas ? Vous pourriez vous occuper du salon de thé, accueillir les clients, partager votre expérience. En échange, vous auriez le logement et un petit salaire. » Émile reste silencieux quelques instants, ému par cette proposition inattendue. « Vous feriez cela pour moi ? » ?»« Je le ferai pour nous deux. J'ai besoin d'aide et vous avez besoin d'un toit. C'est donnant-donnant. » « Mais les travaux, l'aménagement ? Je mets de l'argent de côté depuis des années. Et puis, Monsieur Roussel me doit bien un petit service, après l'histoire d'hier. » Émile se lève, fait quelques pas dans la boutique, réfléchit. Un salon de thé, avec des pâtisseries maison, des tisanes de Provence. « Et vos recettes ?» ajoute Marguerite. « Nous pourrions proposer des spécialités oubliées, des gâteaux d'autrefois. » « C'est un beau projet, » reconnaît Émile. « Mais êtes-vous sûr de vouloir vous associer avec un vieil homme comme moi ? L'expérience n'a pas d'âge, monsieur Castellane. Et puis, j'ai toujours aimé travailler en équipe. » Le carillon de la porte les interrompt. Céline entre, souriante, portant un plateau couvert d'un torchon blanc. « Bonjour, Madame Dubois, dit-elle. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, ma chère, entrez donc. Je vous présente Monsieur Castellane, l'ancien boulanger du village. » Céline salue poliment Émile, puis découvre son plateau. « J'ai apporté des éclairs au café, ma nouvelle création. J'aimerais avoir votre avis. » Les éclairs sont magnifiques, parfaitement glacés, décorés avec art. Marguerite en goûte un, suivi d'Émile. Le résultat est exceptionnel. « Remarquable, dit Émile. Vous avez un réel talent, mademoiselle. » Céline rougit de plaisir. « Merci, j'essaye de perfectionner mes techniques. »« Justement, dit Marguerite, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle sort le carnet de recettes d'Émile, le montre à Céline. La jeune femme l'ouvre avec précaution, découvrant les trésors qu'il contient. « Ces recettes sont magnifiques, s'expérie-t-elle. Certaines ressemblent à celles de ma grand-mère. »« C'est normal, nos grands-mères puisaient aux mêmes sources. Les traditions se transmettent. » Marguerite explique à Céline son projet de salon de thé, le rôle qu'elle pourrait y jouer. La jeune femme écoute, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'aimerais beaucoup participer, » dit-elle. « Monsieur Roussel serait d'accord pour que je vienne quelques heures par semaine ? » « Je pense que oui, surtout si cela vous permet de perfectionner votre art. Nous pourrions organiser des ateliers, enseigner les techniques traditionnelles aux touristes et proposer des dégustations avec l'histoire de chaque recette. » Marguerite les écoute échanger des idées, élaborer des projets. Elle sourit, heureuse de voir cette complicité naître entre les générations. Le passé et l'avenir qui se rejoignent autour d'une passion commune. « Il faut que je retourne à l'hôtel, » dit finalement Céline. « Mais j'ai hâte de commencer à travailler sur ces recettes. » Elle repart avec quelques photocopies du carnet, promettant de revenir bientôt. Marguerite et Émile se retrouvent seuls,
planifiant leur association. « Vous savez, dit Émile, je n'aurais jamais imaginé que mon retour au village se passerait ainsi. »« La vie nous réserve parfois de belles surprises, » répond Marguerite. « L'important, c'est de savoir les saisir. » Les jours suivants s'écoulent dans une douce effervescence. Marguerite consulte des artisans pour les travaux d'aménagement, étudie les autorisations nécessaires, dessine les plans du futur salon de thé. Émile retrouve ses marques dans le village. Il se promène dans les ruelles, retrouve des visages connus, raconte son histoire à qui veut l'entendre. Les habitants l'accueillent chaleureusement, heureux de revoir leur ancien boulanger. Céline vient régulièrement, teste les recettes du carnet, propose ses propres variations. Elle et Émile forment une équipe surprenante, malgré leurs 40 ans d'écart. Lui apporte l'expérience, elle la créativité. Un soir, alors que Marguerite ferme sa boutique, Bertrand Roussel vient la voir. Il semble embarrassé, hésite avant de parler. « Madame Dubois, dit-il finalement, j'ai entendu dire que vous alliez ouvrir un salon de thé. C'est exact. Pourquoi ? J'espère que vous ne le considérez pas comme une concurrence à mon restaurant. Pas du tout, nous visons une clientèle différente. Votre restaurant est haut de gamme. Notre salon de thé sera familial. Tant mieux. J'avais peur que notre mésaventure avec la croque-en-bouche ait créé des tensions. Cette histoire est oubliée, monsieur Roussel. Céline s'est excusée. Vous aussi. N'en parlons plus. Roussel semble soulagé. Au fait, puis-je vous emprunter, Céline, quelques heures par semaine pour votre salon de thé? Bien sûr, j'en avais l'intention. Parfait. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vos travaux, n'hésitez pas à me le dire. Je connais d'excellents artisans. Il repart, visiblement apaisé. Marguerite sourit, heureuse de voir que les relations se normalisent. Dans un petit village, il est important de maintenir la paix sociale. Les travaux commencent à l'automne. L'ancienne écurie se transforme peu à peu en salon de thé. Murs repeints, sol carrelé, mobilier choisi avec soin. Émile supervise les travaux, apportant son expérience et ses idées. Céline aide aux finitions, décore les murs avec des photos anciennes du village, des reproductions de recettes manuscrites. Elle crée une atmosphère chaleureuse, authentique, qui évoque les maisons d'autrefois. L'ouverture est prévue pour le début du printemps. Marguerite prépare minutieusement cet événement, élabore la carte, forme Émile au service en salle, met au point les derniers détails. Un soir de mars, alors que les premières hirondelles reviennent annoncer le renouveau, Marguerite contemple son œuvre. Sa boulangerie n'a pas changé, mais elle s'est enrichie de ce salon de thé qui lui donne une nouvelle dimension. « Satisfaite ?» demande Émile en la rejoignant. « Très. Et vous ?»« J'ai l'impression de renaître. Merci, Marguerite. Vous m'avez donné une seconde chance. »« Nous nous sommes donné une seconde chance ?» corrige-t-elle. « Ensemble, nous sommes plus forts. » Céline les rejoint, portant un plateau avec 3 tasses de tisane. « J'ai testé une nouvelle recette, dit-elle. Lavande, miel et thym. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils dégustent la tisane, savourent ce moment de complicité. Dehors, le village s'endort doucement. Les lumières s'éteignent une à une, les volets se ferment, la place retrouve son calme nocturne. « Demain, c'est le grand jour, » dit Marguerite. « Vous avez peur ?» demande Céline. « Non, j'ai confiance. Nous avons fait du bon travail. » Émile lève sa tasse. « À notre salon de thé, et à l'avenir. »« À l'avenir, » répètent Marguerite et Céline en chœur. Le lendemain matin, le salon de thé, aux délices d'antan, ouvre ses portes. Les premiers clients sont curieux, attirés par la nouveauté. Ils découvrent un décor soigné, des pâtisseries délicieuses, un accueil chaleureux.
Émile retrouve sa verve d'autrefois pour raconter l'histoire des recettes, expliquer les traditions. Céline présente ses créations avec passion, transmet son enthousiasme. Marguerite coordonne le tout avec sa compétence habituelle. Le succès est immédiat. Les habitants du village adoptent ce nouveau lieu de rencontre. Les touristes s'arrêtent, séduits par l'authenticité du concept. Les réservations s'accumulent pour les ateliers pâtisserie. Un soir, après une journée particulièrement réussie, Marguerite s'assoit dans son salon de thé, vide. Elle regarde autour d'elle, mesure le chemin parcouru. De ce mystérieux vol de croque-en-bouche est née une aventure humaine extraordinaire. Émile a trouvé sa place, Céline s'épanouit dans son art, et elle-même a découvert le plaisir de partager ses responsabilités. Les traditions se perpétuent, s'enrichissent, évoluent. Le charroux de Madame Léonard entre par la porte entr'ouverte, saute sur ses genoux, ronronne. Marguerite le caresse doucement, songeant à tous ces petits bonheurs qui font la richesse d'une vie. Dehors, la nuit provençale étend son manteau étoilé sur le village endormi. Les cigales se taisent, remplacées par le chant lointain d'un rossignol. Une brise légère fait frémir les lavandes apportant leurs senteurs apaisantes. Marguerite ferme les yeux, se laisse bercer par cette harmonie. Demain sera une nouvelle journée, avec ses défis et ses joies. Mais ce soir, elle savoure simplement la paix retrouvée, la satisfaction du devoir accompli. Le mystère de la boulangerie du village s'est mué en une belle histoire d'amitié et de transmission. Comme quoi, parfois, les événements les plus troublants peuvent déboucher sur les plus belles aventures. Voilà, chers auditeurs, comment sa chérie histoire de Marguerite, d'Émile et de Céline. Une histoire où un simple vol de croque-en-bouche a créé des liens inattendus, révélé des talents cachés et redonné espoir à ceux qui l'avaient perdu. Comme dans tous les bons mystères, la vérité était plus douce que le mensonge, plus humaine que criminelle. Car au fond, nous avons tous besoin de secondes chances, de mains tendues, de cœur ouvert. J'espère que cette histoire vous aura bercé vers un sommeil paisible, peuplé de rêves au parfum de lavande et de pain chaud. Que vos nuits soient douces comme les brioches de Marguerite et vos réveils aussi dorés que ses croissants. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires apaisantes. En attendant, fermez les yeux. Respirez profondément et laissez-vous apporter vers le pays des songes. Bonne nuit et faites de beaux rêves.